Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je vais parler de la géopolitique de la Chine. Ce sera la 4e vidéo de ma série intitulée « Géographie et puissance des États » dans laquelle je décris les forces et les faiblesses des différentes civilisations du monde actuel. Si la Chine de 2024 compte 1,4 milliard d'habitants, c'est parce que son peuple occupe une plaine extrêmement fertile où il est parfois possible de faire 3 récoltes ou plus par année. Cette plaine est arrosée par de multiples fleuves et rivières, dont les 2 principaux sont le Yangtze-Kiang et le fleuve Jaune. Ce dernier transporte chaque année 1,6 milliard de tonnes de sédiments en moyenne, ce qui provoque régulièrement des inondations catastrophiques comme celle qui, en 1850, a changé la trajectoire du fleuve et l'a fait déboucher au nord de la péninsule du Shandong. La plaine centrale de Chine, où vit les 3/4 de la population chinoise, est naturellement isolée du reste du monde par toute une série d'obstacles naturels où vivent des minorités dont les territoires ont, dans le passé, été incorporés de force au territoire chinois. Si la sphère d'influence culturelle de la Chine a toujours dépassé de beaucoup ses frontières officielles, ses leaders ont toujours cherché à l'isoler des influences extérieures, par exemple, en construisant une grande muraille à la limite de ses terres à blé ou, si on veut, à l'extrême sud du monde des steppes, d'où sortaient régulièrement des armées de pillards nomades. Comme l'océan Pacifique était le plus immense et le plus vide des océans du monde, et que leur civilisation avait une nature essentiellement agricole, les Chinois ont toujours fait preuve d'une aversion marquée pour la haute mer. Voilà pourquoi ils ont construit à grands frais un grand canal à travers leur plaine centrale, alors que l'océan Pacifique était juste à côté. Les Chinois sont si refermés sur eux-mêmes qu'ils ont toujours prétendu être un empire du milieu, alors qu'à l'évidence, ils habitent à l'extrême est de ce que les géopoliticiens appellent l'île mondiale, c'est-à-dire le supercontinent qui est formé par le regroupement de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Tout cela m'amène à faire quelques remarques importantes sur le peuple chinois. Pour commencer, disons que la peur est un sentiment qui domine toute la culture chinoise. En Chine, tout le monde a peur de quelque chose. Peur des inondations, peur de la sécheresse et des autres catastrophes naturelles, peur de la guerre, de la famine et des épidémies, peur des brigands, des soldats et de la police, peur du gouvernement, du patron, des étrangers, etc. À la base, cette peur généralisée semble être due au fait que pendant des millénaires, les paysans chinois qui étaient fortement majoritaires dans la population ont vécu isolés et sans protection sur leurs fermes, avec leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs richesses. Individuellement, le Chinois est facile à effrayer et ne retrouve tout son courage que lorsqu'il est immergé dans la foule de ses semblables. Cela explique pourquoi les paysans chinois ont toujours préféré vivre sous le joug d'un empereur puissant qui semblait être capable de défendre le pays, ses frontières et ses lois. Pour tout le reste, les Chinois vivaient repliés sur leur village sans trop se préoccuper des ordres donnés par le gouvernement central. Les anciens Chinois disaient « L'empereur est loin et les montagnes sont hautes ». Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que les dirigeants de la Chine eux-mêmes ont toujours eu très peur des masses chinoises et que leur principale préoccupation a toujours été de les garder sous contrôle en réprimant brutalement les dissidents, surtout ceux qui vivaient dans leur capitale. Un des effets de cette répression systématique a malheureusement été de stériliser la culture chinoise qui, de nos jours, ne produit plus d'inventions révolutionnaires comme aux époques où elle était divisée. Les historiens estiment en effet que 19 des 20 plus importantes inventions techniques de l'histoire ancienne ont été faites en Chine. La peur ressentie par les dirigeants chinois explique pourquoi, dans le passé, la plupart des empereurs chinois ont vécu enfermés dans des palais fortifiés comme la cité interdite de Beijing, où seuls de hauts dignitaires triés sur le volet avaient le droit d'entrer. Une des conséquences de l'isolement des dirigeants chinois, c'est qu'il est souvent arrivé dans le passé que l'un d'entre eux prenne des décisions nuisibles et même imbéciles qui ont fait tuer des millions de Chinois. On l'a vu avec Mao Zedong et sa campagne des 4 nuisibles,
de 1958, au cours de laquelle Mao a ordonné aux Chinois de tuer tous les moineaux du pays qui, selon lui, dévoraient les récoltes. Du coup, les insectes ont proliféré et ont dévoré eux-mêmes les récoltes, ce qui a provoqué une énorme famine et obligé la Chine à faire venir 250 000 moineaux de Russie. L'isolement des villages chinois, où la survie de chacun dépend de la solidarité du groupe, sont probablement à l'origine du fait que les Chinois pensent en réseau, alors que les Occidentaux pensent par exemple en faisceau. En Occident, les gens défendent leurs intérêts en se regroupant dans des organisations revendicatrices comme des syndicats d'entreprise, des associations écologistes ou des regroupements d'étudiants. En Chine, les individus défendent leurs intérêts en se servant plutôt d'innombrables réseaux informels d'entraide qui leur permettent d'obtenir tout ce qu'ils désirent sans trop se préoccuper des lois. En Chine, les gens connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en connaît un troisième, etc. Si un tel système est par nature pacifique et invisible, il reste qu'il encourage une corruption systématique et généralisée. Puisque l'agriculture en général et la culture du riz en particulier requièrent un travail précis et répétitif, les Chinois sont devenus des travailleurs acharnés et méticuleux qui excellent naturellement dans des domaines comme le piano, le violon ou le billard, où il faut beaucoup répéter les mêmes gestes précis si on veut devenir un champion. Le travail agricole a aussi fait des Chinois un peuple pratico-pratique dont la principale préoccupation est l'argent. Il s'agit d'un peuple triste et sans humour, mais extrêmement efficace, productif et économe. Dans le domaine religieux, les Chinois ont d'ailleurs développé des religions étonnamment terre-à-terre comme le taoïsme ou le confucianisme qui fournissent des règles universelles de vie en société. La grande antiquité de la civilisation chinoise a fait que les Chinois ont tendance à penser à long terme, alors que les Occidentaux, par exemple, avec leur turbulente démocratie, pensent plutôt en fonction du court terme. Les Chinois ont d'ailleurs conservé des éléments culturels étonnamment primitifs. C'est le cas de l'écriture chinoise qui compte plus de 100 000 caractères différents, alors que l'alphabet latin, par exemple, compte seulement 26 lettres. Si ce système d'écriture complexe a été conservé, c'était pour maintenir l'unité de la Chine où les idéogrammes signifient la même chose dans tous les dialectes. Politiquement, cela a toujours été important puisque selon un vieux dicton, en Chine, la langue parlée change à tous les 10 li, c'est-à-dire à tous les 5 km. Puisqu'on parle des langues, notons que la vaste majorité des Chinois parlent mal l'anglais, ce qui, couplé à leur système d'écriture complexe, leur donne un pouvoir d'assimilation presque nul. J'ai vécu 3 ans à l'université de Shanghai et seulement un étudiant étranger, un Camerounais, suivait ses cours en chinois. Tous les autres, ils étaient des centaines, suivaient leurs cours en anglais, c'est dire. Le pouvoir d'attraction culturelle de la Chine est si faible qu'à peu près personne en Occident ne peut nommer le nom d'un artiste qui soit originaire de la Chine communiste. De toute façon, pour les Chinois, les problèmes intérieurs du pays ont toujours été plus importants que ses problèmes extérieurs. Cela fait que le pays a toujours eu tendance à se refermer sur lui-même. Ses dirigeants, en particulier, ont tellement de mal à contrôler leurs centaines de millions d'administrés qu'ils ne rêvent aucunement de conquérir d'autres pays et surtout d'autres populations. S'ils aiment être courtisés, ils sont clairement déconcertés par le nombre effarant de petits peuples qui viennent régulièrement cogner à leur porte et dont ils n'ont que faire. Ils se demandent « Mais qu'est-ce que c'est que ces Slovènes, ces Boliviens, ces Libanais ou ces Botswanais ?» C'est précisément pour se protéger des perturbations intérieures causées par les contacts avec l'étranger qu'au 15e siècle, un des empereurs de la dynastie Ming a ordonné au grand navigateur Zheng He de mettre fin à ses explorations maritimes. Finalement, ce sont les Occidentaux qui, au 19e siècle, ont forcé la Chine à s'ouvrir au commerce international au cours de la très honteuse guerre de l'opium. Ce sont les Anglais
qui ont alors bâti sur l'océan la ville de Hong Kong, qui est située sur une île non loin de la ville continentale de Canton. C'est cette agression occidentale qui a provoqué au XXe siècle le réveil de la Chine et la fin de sa dernière dynastie impériale. Un réveil où des hommes comme Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek se sont illustrés. Malheureusement, c'est finalement Mao Zedong et son armée qui, en 1949, ont fini par gagner la guerre civile qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'Occident, cette victoire du communisme a représenté un véritable miracle. En effet, si Mao était un authentique génie de la guérilla, c'est pour ça qu'il a gagné sa guerre civile, ses talents d'économiste étaient à peu près nuls. C'est grâce à sa stupidité économique que l'Occident a pu vivre ses 30 glorieuses, ces 30 années de constante prospérité qui se sont étendues de 1945 à 1975. Pendant que Mao appauvrissait et massacrait des dizaines de millions de ses compatriotes pour les forcer à vivre son grand bond en avant ou sa révolution culturelle, les Occidentaux ont pu se procurer à bas prix les matières premières produites dans le reste du monde. En un sens, on peut dire que les 30 Glorieuses ont été un sous-produit des gigantesques massacres orchestrés par Mao. À l'époque, très peu de gens l'ont compris. En fait, l'idée que le communisme allait conquérir le monde paraissait alors justifiée puisque, entre la victoire des bolcheviks russes en 1917 et l'effondrement de leur économie en 1991, le communisme avait progressé au rythme effarant de 58 km² à l'heure. Bien sûr, dans le cas de la Chine, le communisme a théoriquement survécu jusqu'à nos jours puisque le Parti communiste chinois est toujours au pouvoir. Cette étrange survivance est tout à fait typique de la culture du mensonge des communistes puisque ces derniers font semblant de se réclamer de Mao en affirmant qu'au cours de son règne, il avait eu raison à 70% du temps et tort à 30%. Dans les faits, les massacres maoïstes ont cessé avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, un leader pragmatique qui a rejeté les dogmes communistes pour adopter le capitalisme en disant « Peu importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. » Pour réussir la modernisation de la Chine, Deng n'a eu qu'à copier ce qui avait été fait 20 fois dans le passé par des pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou le Japon. De façon très intelligente, Deng a commencé en ouvrant des zones économiques spéciales le long des rives de l'océan Pacifique, de façon à ce que les 40 millions de Chinois d'outre-mer puissent exploiter à fond les centaines de millions de paysans chinois pauvres qui ont alors émigré dans les villes. C'est comme ça qu'a commencé le boom économique chinois, qui fut d'autant plus rapide qu'en Chine même, il y avait beaucoup d'anciens entrepreneurs qui savaient comment faire fonctionner des entreprises capitalistes. Contrairement à l'URSS en effet, où le communisme a duré 3/4 de siècle, le maoïsme n'a duré qu'une trentaine d'années en Chine. Pour accélérer la montée en puissance de la Chine, le Parti communiste s'est alors arrangé pour que le prix des exportations chinoises demeure le plus bas possible, en négligeant de protéger les environnements naturels du pays et en finançant aussi peu que possible un système de protection sociale et judiciaire totalement insuffisant. En Chine, les travailleurs ont si peu de droits que beaucoup d'employeurs paient les salaires avec plusieurs mois de retard, ce qui leur permet, en cas de faillite, de voler leurs employés sans qu'ils puissent se défendre. Pire, dans les camps de rééducation par le travail du pays, les fameux laogai, les détenus sont forcés de travailler pour des entreprises privées en échange de salaires ridicules. Une des conséquences de cette course effrénée vers le profit maximum, c'est que la Chine s'est occidentalisée à vitesse grand V. Or, à force de copier tout ce qui venait d'Europe et surtout des États-Unis, les Chinois ont systématiquement rejeté la vieille culture chinoise. Seuls ont survécu des choses comme la langue, le système d'écriture, la gastronomie, les baguettes et le théâtre chinois qui ennuient tant les jeunes générations. Cette occidentalisation forcenée est tellement systématique que les Chinois
copient même les erreurs de l'Occident, même ce qu'ils ne comprennent pas. Extrêmement intelligents et minutieux, ils savent améliorer ce qu'ils copient, mais inventent très peu, ce qui fait qu'ils sont toujours en retard par rapport à l'Occident. C'est en effet en Occident, et non dans des pays asiatiques comme le Japon, la Corée ou la Chine, qu'ont été faites les inventions les plus révolutionnaires de l'époque actuelle. Par exemple, les voitures électriques, l'Internet, les fusées réutilisables, les robots, l'intelligence artificielle, etc. De nos jours, le rattrapage économique de la Chine est presque achevé et l'époque des bas salaires est terminée, ce qui fait que pour poursuivre sa croissance, le pays ferme présentement ses industries textiles, par exemple, et cherche à développer des entreprises de haute technologie œuvrant dans des domaines comme l'électronique, l'informatique ou la fabrication d'avions et de satellites. La modernisation ultra rapide de l'économie chinoise a bouleversé le pays sans que sa culture n'ait eu le temps de s'adapter. Pour commencer, la révolution industrielle a produit une révolution environnementale qui est en train de détruire les terres et les cours d'eau dont a toujours vécu la Chine éternelle. Il y a ensuite la révolution urbaine causée par le déménagement en ville de centaines de millions de paysans. S'il y a toujours eu une Chine des villes, ces dernières étaient autrefois dispersées sur le territoire et vivaient en symbiose avec la Chine des campagnes où travaillait la vaste majorité de la population. De nos jours, c'est l'inverse qu'on observe. En 2024, le pays compte déjà 113 villes de plus d'1 million d'habitants dans lesquelles des entrepreneurs pressés ont construit des forêts de gratte-ciel avec pour résultat que pour la première fois de leur histoire, les Chinois ont une sensation d'encombrement, voire d'étouffement. Le gouvernement, qui fait semblant de contrôler la situation, affirme même qu'il planifie de créer une agglomération géante de 150 millions d'habitants appelée Jing-Jin-Ji, qui englobera les villes de Beijing et de Tianjin. Dans les faits, la ville de Jing-Jin-Ji va apparaître, quoi que fasse ou dise le gouvernement. Une autre révolution qui mijote présentement en Chine et qui va finir un jour par exploser, c'est celle qui oppose son gouvernement communiste à son économie hyper-capitaliste. Le Parti communiste a très peur de ne pas pouvoir contrôler une telle révolution maintenant que les 2 tiers de la population vit dans les villes. Pour éviter de se faire expulser du pouvoir, le parti a donc entrepris il y a très longtemps de détruire toutes les organisations qui pourraient un jour les remplacer à la tête du pays. En Chine, des religions et des croyances organisées comme le catholicisme, l'islam ou le Falun Gong sont pratiquement interdites, tout comme les organisations nationalistes des minorités chinoises. Cette répression systématique a bien servi les communistes lors de la révolution ratée qui s'est produite sur la place Tiananmen de Beijing en 1989 et qui a échoué à cause de la désorganisation de ses leaders étudiants. Après l'écrasement de la révolte, la surveillance des universités est devenue particulièrement minutieuse. Ainsi, à l'université de Shanghai où j'ai habité pendant 3 ans, le campus était envahi au début de chaque année scolaire par des milliers de soldats désarmés qui, pendant 2 semaines, patrouillaient les rues du campus, qu'il pleuve ou non. Or, ces soldats en uniforme n'étaient pas des militaires, mais les étudiants de première année de l'université à qui on inculquait l'habitude d'obéir aux ordres. Les communistes au pouvoir ont également très peur des entrepreneurs capitalistes et de leur puissant et très riche réseau d'entraide. Voilà pourquoi, en novembre 2021, ils n'ont pas hésité à faire un exemple en emprisonnant le plus puissant milliardaire de Chine, Jack Ma, pour avoir refusé d'obéir aux ordres du gouvernement. Cela montre qu'il est faux de croire que l'argent mène le monde. Il y a en effet 2 choses qui soient plus puissantes que l'argent. La deuxième, c'est la violence, et la première, c'est une idéologie violente comme le communisme ou le nazisme. En Chine, il existe un impressionnant réseau de mouchards qui espionnent la population et d'innombrables prisons où sont incarcérés des millions de criminels et de dissidents. De nos jours,
Un imposant système de surveillance par caméra a même été mis en place dans tout le pays pour repérer dans la foule les individus jugés nuisibles par le gouvernement. À l'aide d'ordinateurs sophistiqués, chaque individu apparaissant sur l'image est alors identifié, puis un numéro plus ou moins favorable apparaît près de sa tête, ce qui permet aux policiers d'arrêter ou non l'individu en question. Il y a pire. L'État a ouvert dans les ambassades et dans les consulats chinois à l'étranger des postes de police qui sont chargés de surveiller les Chinois de l'extérieur. Quant à l'armée, à la police et aux autres forces de sécurité, elles sont fortement infiltrées par le parti et régulièrement purgées par l'incarcération ou la mise à la retraite de leurs dirigeants les plus compétents et les plus dangereux. Enfin, le gouvernement utilise systématiquement la propagande et le mensonge pour cacher ses erreurs à la population. En Chine, le mensonge a toujours été un outil essentiel du gouvernement, ce qui fait que toutes les statistiques publiées par l'État sur le chômage ou l'inflation, par exemple, sont trafiquées d'une façon ou d'une autre. Les communistes ont tellement peur de la population chinoise qu'ils ont provoqué une révolution démographique en attendant beaucoup trop longtemps pour mettre fin à leur catastrophique politique du un enfant par famille. Alors que la population du pays s'est mise à diminuer, le peuple fait preuve d'une totale indifférence pour la propagande gouvernementale qui vise à faire remonter sa fécondité. Il y a à cela plusieurs raisons. Pour commencer, la population a depuis longtemps appris à vivre sans se soucier de la propagande communiste. Si le Parti communiste peut facilement faire peur à la population, il est par contre incapable de lutter contre l'inertie des masses, surtout dans un domaine comme la natalité, où les décisions sont prises non pas par l'État, mais par les couples. Ajoutons que dans une Chine fortement urbanisée, les mentalités se sont depuis longtemps adaptées à l'idée d'avoir des familles comptant un seul enfant. Il y a aussi le fait que les dizaines de millions de petits logements urbains qui ont été construits au cours des 40 dernières années ont été conçus pour abriter des familles de 3 personnes, soit le père, la mère, l'enfant et, parfois, la grand-mère qui dort sur le plancher de la cuisine. Enfin, il faut compter avec le coût d'élever un enfant en ville, surtout dans un contexte où chacun rêve d'acheter une voiture. Tous les bouleversements qu'a vécu la Chine depuis 45 ans l'ont rendu méconnaissable. C'est la première fois de leur histoire que les Chinois abandonnent leur civilisation millénaire pour adopter un mode de vie d'origine étrangère, le nôtre. C'est la première fois que le pays se tourne vraiment vers l'étranger. C'est également la première fois que son économie a cessé d'être purement agricole pour devenir massivement industrielle, avec tous les problèmes environnementaux que cela implique. C'est encore la première fois que sa jeunesse est fortement urbanisée et instruite et qu'elle a cessé de faire des enfants. Tout cela fait que de nos jours, deux groupes très différents se côtoient en Chine. Le premier est né avant 1960 et a été profondément traumatisé par les massacres de Mao, alors que le deuxième est celui des enfants rois qui sont nés après 1980. Or, ces deux Chines ne se comprennent pas et ne se parlent pas, parce que les plus vieux sont trop peu instruits pour être en mesure de critiquer leurs riches descendants. Un immense fossé culturel sépare ces deux Chines. Notons que les jeunes Chinois sont doués pour la décadence. Beaucoup perdent leur temps avec des jeux vidéo, ont des problèmes d'obésité ou refusent de se battre pour réussir. Ces derniers font partie de ce qui s'appelle le Lie Flat Movement. Quant aux relations entre les sexes, elles sont mauvaises. Alors que dans certaines provinces, il y a 60% de garçons, 100 millions de jeunes femmes en âge de se marier et de procréer n'arrivent pas à trouver de conjoint parce que les hommes, paraît-il, les trouvent trop exigeantes. Très clairement, la Chine s'est modernisée nettement plus vite que sa culture, notamment dans le cas du féminisme. À tous ces problèmes de fond s'ajoute en 2024 une crise économique d'envergure qui provient essentiellement du fait que les classes moyennes de Chine ont perdu une grande partie des économies qu'elles avaient investies dans l'immobilier. En Chine, il y aurait au moins 65 millions d'appartements vides et invendables
qui ont été achetés par la population, le plus souvent à crédit. De plus, il existe des dizaines de villes fantômes, c'est-à-dire presque vides d'habitants. Comme beaucoup de propriétaires sont incapables de rembourser leurs dettes, la consommation des ménages s'est effondrée et de multiples magasins ont dû fermer leurs portes. Des rues et des quartiers autrefois florissants à Hong Kong ou à Shenzhen sont aujourd'hui presque déserts. Tout le secteur de la construction, qui employait il y a quelques années encore des dizaines de millions de travailleurs, est lui-même menacé de faillite. Les pertes sont d'autant plus graves dans ce secteur de l'économie que pendant 40 ans, la Chine a dépensé des fortunes pour aller chercher des matériaux de construction au bout du monde, uniquement pour les voir rouiller et pourrir dans des milliers de chantiers de construction abandonnés. Dans un pays surendetté où le secteur financier semble sur le point d'imploser, de nombreuses banques vont bientôt déposer leur bilan. Tout cela alors que des centaines d'entreprises étrangères sont en train de quitter le pays, tout comme une grande partie des millionnaires chinois. Désormais, il est devenu impossible de cacher à la population que le chômage et le coût de la vie augmentent, surtout chez les jeunes diplômés, que les touristes étrangers se font rares et qu'il sera bientôt impossible de payer les retraites des plus âgés. Et voilà que la nature s'en mêle, avec toute une série de catastrophes climatiques qui détruisent les récoltes et les réserves de nourriture du pays. En Chine, tout le monde se rend compte que le Parti communiste a perdu le mandat du ciel, comme disaient autrefois les Chinois. Dans le domaine international, la Chine d'aujourd'hui n'est pas en meilleure posture, puisqu'elle réalise pour la première fois de son histoire que, loin d'être un empire du milieu, elle est tout au contraire un empire d'Extrême-Orient. Comme je l'ai montré dans la 3e vidéo de cette série qui traitait de la Russie, la Sibérie est la seule réserve de matières premières du monde entier qui soit située tout près de la Chine. Or, les Russes l'ont développée en bâtissant des infrastructures de sens est-ouest pour ramener ces matières premières en Europe plutôt qu'en Asie. Ajoutons que les fleuves sibériens coulent vers l'océan Arctique et non pas vers la Chine. Enfin, les Chinois de Mandchourie, qui sont beaucoup plus nombreux que les Russes de Sibérie et qui pourraient aller exploiter le territoire, ne sont pas adaptés au froid et quittent la région en masse, en commençant par les plus jeunes qui, comme on l'a dit, sont des bébés gâtés qui n'ont jamais souffert. La situation politique de la Chine est si mauvaise sur sa frontière nord-est qu'une mince bande de territoire appartenant à la Russie l'empêche d'avoir accès à la mer du Japon. Dans toutes les autres directions, la Chine doit vaincre d'immenses obstacles pour aller chercher les matières premières dont elle a désespérément besoin. Il y a d'abord, tout le long de ses côtes pacifiques, un long chapelet d'îles et de territoires contrôlés par des puissances hostiles et très peuplés comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, l'Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Il y a ensuite l'océan Pacifique lui-même, qui est le plus vaste du monde et qui est bordé du côté des 3 Amériques par de hautes chaînes de montagnes comme les Rocheuses et les Andes. Résultat, la majeure partie du continent américain est tournée vers l'Atlantique et non vers le Pacifique. De ce côté-là, les États-Unis détiennent tous les atouts, en plus de contrôler les principaux points d'étranglement de la région, dont le canal de Panama, le détroit de Bering et le futur passage du Nord-Ouest. Pour le dire autrement, la Chine est et restera incapable de s'ouvrir un accès autonome à l'océan Atlantique sur lequel débouchent les pays les plus riches et peuplés de l'Europe, de l'Afrique et des 3 Amériques. Finalement, comme nous l'avons dit, la Chine fait face sur ses frontières sud-ouest et ouest à l'Himalaya et au désert de Gobi, qui ont toujours représenté des obstacles pratiquement infranchissables, sauf pour des produits à haute valeur ajoutée comme la soie. Et ce n'est pas tout, puisque derrière tous les obstacles géographiques dont on vient de parler, se trouve une foule d'ennemis contre lesquels la Chine s'est souvent battue, en particulier l'Inde, qui devrait bientôt la rattraper et même la dépasser dans pratiquement tous les domaines. Dans les faits, l'Asie est un continent où les peuples ne s'aiment pas et où dorment une foule de conflits endémiques.
Pensons à la haine qu'ont déclenché les Japonais au cours de la Deuxième Guerre mondiale en brutalisant une foule de peuples, dont le peuple chinois, qui rêve de se venger d'eux si jamais l'histoire lui en donne l'occasion. En Chine, tout le monde se souvient du massacre à la baïonnette de 200 000 habitants de Nanjing en 1937. Pendant qu'on y est, signalons que même si la Chine possède 1,4 milliard d'habitants, elle doit faire face en Asie même à une masse humaine plusieurs fois plus importante que la sienne. Comme elle fait peur à tout le monde, on peut affirmer que la Chine n'a aucun allié véritable sur l'ensemble de la planète. À l'échelle globale, la Chine ne contrôle aucun point stratégique important, même dans le Pacifique. Hormis le Japon et les deux Corées, il y a peu de pays sur la planète qui aient des lignes de communication aussi longues et aussi vulnérables. C'est d'ailleurs pour se libérer du carcan géopolitique qui l'empêche d'atteindre les marchés et les ressources de l'île mondiale et des trois Amériques que la Chine a entrepris la construction des 2 routes de la soie, continentale et maritime, préconisées par ses stratèges. Au 21e siècle, seuls 2 États sur la planète seront assez peuplés et puissants pour pouvoir s'opposer aux volontés de la Chine, soit l'Inde et les États-Unis. Heureusement pour eux, cela devrait leur être facile, puisque le Parti communiste chinois a commis toute une série de gaffes étonnantes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. À l'intérieur du pays, le parti a fait l'erreur d'éliminer toute opposition, ce qui a rendu impossible toute discussion qui permettrait de modifier ou d'abandonner les décisions les plus nuisibles prises par les dirigeants du pays. Le meilleur exemple de cela a été l'ancienne politique du « un enfant par famille » qui promet de dépeupler le pays en seulement quelques décennies. Le gouvernement actuel réalise aussi qu'en favorisant au maximum l'urbanisation du pays, il a détruit la paysannerie qui a toujours été la véritable source de la puissance du pays. L'urbanisation massive a aussi eu pour effet de créer une foule de cibles payantes pour d'éventuelles attaques nucléaires. Quant au capitalisme sauvage que le parti a laissé proliférer, il a provoqué l'importation d'une foule d'industries hyper polluantes qui ont empoisonné pour très longtemps les terres, les fleuves et les environnements naturels qui nourrissent et abreuvent la population. La Chine ne possède par exemple que 7% de l'eau potable du monde. Pendant l'épidémie de COVID-19, les autorités ont également eu l'inconscience d'imposer pendant de longs mois à l'ensemble du pays un couvre-feu général extrêmement frustrant. Depuis ce temps-là, la colère gronde dans les villes chinoises et le gouvernement craint pour sa survie. À l'extérieur du pays, le parti a gaspillé des fortunes pour bâtir les infrastructures de la route de la soie terrestre qui doit traverser une série de pays musulmans, alors même qu'il brutalise et emprisonne à tour de bras les membres de sa minorité musulmane du Xinjiang. On remarquera en passant qu'il y a une contradiction entre le besoin de développer la route de la soie terrestre vers l'ouest et le mouvement naturel de la population chinoise vers les grandes villes de l'est de la Chine. Dans le cas de la route de la soie maritime, le parti a entrepris de conquérir par la force et sans se préoccuper de la loi internationale d'une série d'îlots appartenant à d'autres pays et qui contrôlent l'essentiel de la mer de Chine du Sud. Il s'agit d'une décision à courte vue puisque la Chine de demain aura besoin de paix pour commercer avec le reste du monde en passant par le détroit de Malacca. Si les stratèges chinois cherchent présentement à s'ouvrir des sorties autonomes vers l'océan Indien en passant à travers la Thaïlande et le Myanmar, cela ne changera rien au fait que dans les deux cas, l'Inde restera sur le flanc nord de leur route de la soie maritime. C'est la même chose du côté de la route de la soie terrestre, qui passe à quelques centaines de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière nord de l'Inde. Pour contrôler la Chine qui vit présentement un effondrement démographique, ses adversaires au 21e siècle n'auront qu'à gagner du temps en exploitant ses problèmes intérieurs et extérieurs.
Pour y parvenir, ils n'auront qu'à s'appuyer sur des alliances économiques et militaires regroupant tous les pays qui craignent l'expansionnisme chinois. Les angles d'attaque ne manqueront pas, puisque la Chine a 14 voisins immédiats, ce qui est un record mondial qu'elle partage avec la Russie. Une telle stratégie, qui est basée sur l'usure de l'adversaire, devrait être particulièrement facile à réaliser pour les États-Unis, qui sont une puissance maritime dont les voisins immédiats, le Canada et le Mexique, sont des alliés. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une dernière remarque concernant la Chine. Historiquement, quand celle-ci a été attaquée, son réflexe instinctif a été non pas de contre-attaquer avec violence, comme l'ont toujours fait les musulmans et les occidentaux en pareil cas. Non, son réflexe instinctif a été de construire une grande muraille. Or, un peuple qui fait ça et qui attend 4000 ans pour conquérir un territoire riche et vide comme la Sibérie n'est pas un peuple dangereux. Le fait qu'il soit dirigé par un parti communiste extrêmement brutal ne change absolument rien à l'affaire. La prochaine vidéo de cette série sera consacrée à la géopolitique de l'Inde. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai à dire sur la géopolitique mondiale ou sur l'énorme crise économique qui commence, vous pouvez consulter mes autres vidéos sur ces sujets ou encore lire mon livre qui est intitulé « Vivre dans un univers qui s'éteint » qui est disponible sur Amazon. Je vous remercie à l'avance de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous inscrire à ma chaîne. À la prochaine!